Liberté. Je n'ai pas. Je n'ai jamais eu de contentieux, Jean-Jacques Bourdin. À aucun moment. Ah, monsieur Cahuzac, le meilleur du gouvernement pour certains, le moins mauvais pour d'autres. Pourquoi vous empêtrez dans une telle mythomanie? Il faut quand même avouer que votre situation est bien délicate. Vous, monsieur le ministre, qui clamiez la semaine dernière haut et fort votre mépris contre l'exil fiscal, votre désarroi face à la fille des fortunes, et qui vous hissiez tel un rempart face à ce maire londonien qui vociférait contre la tyrannie française. Vous, quelle déception. Je vous vois encore, pas plus tard que mercredi dernier, au sortir du dernier conseil des ministres, exhortant aux journalistes qu'il fallait en finir avec cette vilainie qu'on appelle l'exil fiscal. Vous, qui droit dans les yeux, avez menti à la France à ses représentants. Vous qui avez une chute aussi rapide que brutale. Et en même temps, il est vrai que personne ne connaît vraiment les règles du jeu que le fraudeur lui-même. Il est évident que si toutes les personnes de votre ministère avaient eu votre doigté, votre pugnacité, votre aplomb, les caisses de l'État seraient sans doute plus remplies, ou en tout cas moins vides. Alors oui, vous avez fait des erreurs. Pour 800 000 euros, d'accord. 11 millions peut-être. Il semble tout du moins que votre sort, si semblable à celui d'un certain DSK, est légèrement cruel. J'aurais pu vous parler pendant des heures de politique. Prendre comme exemple DSK ou Sarkozy. Mais je ne suis connaisseur ni en femme de chant, ni en personne âgée. Il est évident que les apparences sont parfois trompeuses, que trop souvent, nos préjugés prennent le pas sur la réalité. Serais-je dans 2 ans comptable, contrôleur de gestion? Me voici là en face de vous, dans une bien piètre posture. Je me présente ici, après 3 ans d'études, à rechercher comptabilité, argent, reconnaissance, gloire. Aujourd'hui dans CCA, demain, peut-être dans un Big Four, dans 20 ans associé, ou dans 2 ans viré. Avec ce cursus, nous nous fixons ce dogme qui compare à la réussite et notre portefeuille. Si jeune, déjà obligé de penser en plan comptable et en normes IFRS. Mais savez-vous que les plus belles réussites françaises ne sont pas le produit de cette pédagogie procédurale, de ces brassements de chiffres, de ces mouvements comptables? François Pinault, 7e fortune de France, n'est même pas bachelier. Et pourtant, nous respectons ce dogme qui respecte le diplômé plus que le capable. Nous nous agenouillons tous devant ce culte de l'argent, de ces métiers abstraits, de cette bienveillance administrative. Et nous respectons le diplômé plus que le capable. Évidemment, je sais que cela permet à la machine de tourner, que nous autres, comptables, serons les garants du bon fonctionnement des entreprises et des métiers qui, eux, créeront de la valeur ajoutée. Mais qui sommes-nous pour juger? Pour nous considérer plus intelligents que ce simple bachelier ou titulaire d'un BEP? J'ose le dire devant vous sans crainte. Autant qu'à la culture, l'abus d'école est dangereux pour la réussite. Ainsi, oserons-nous blâmer ces cursus atypiques, ces éternels rêveurs, ces jeunes idéalistes? Qui sommes-nous pour nous autoproclamer brillants? Qui peut se targuer de vivre pour son rêve et non pour son argent? Quel mal y a-t-il à vivre de son art si l'on en est passionné? Sommes-nous si différents de ce jeune mendiant jouant du violon dans le métro à Washington? Du premier abord, un simple paumé, dans cette rame pour gagner sa coupe. Était-il différent de ces vendeurs de roses, de ces receleurs de DVD à la sauvette, ou de cet accordéoniste dans le métro parisien? Et pourtant, cet homme qui passait pour un clochard était un des plus grands violonistes au monde. Il a joué pendant 42 minutes sur un Stradivarius des morceaux magnifiques. Et si la veille, il faisait salle comble dans une salle extrêmement convoitée pour un prix modique de 150 $ la place, ce jour-là, après que 8 personnes se soient à peine arrêtées pour l'écouter, il reçut 38 $ pour la totalité de son concert. Les seules personnes qui voulaient s'arrêter étaient des enfants, sans doute un peu moins pressés que leurs chers parents. Ils étaient mystifiés par ce virtuose de talent. Si papa ou maman ne pensaient qu'à leur future réunion, ces jeunes bambins ne pouvaient se détacher du son. Car si ce n'était pas long, ils avaient pris le temps
de pouvoir s'émerveiller de l'instant. Voici l'illustration de notre snobisme constant. Si rien n'est clinquant, ce n'est pas important. Sans reliure autorée, un livre ne peut pas être intéressant. Sans critique positive ou sans prix décerné, un film n'est pas captivant. Mais moi, je m'ennuie devant les Palmes d'Or. Je ne comprends rien ni à Montesquieu, ni à Chateaubriand. Je préfère de loin les livres de Maxime Chatham, des thrillers captivants, et je me plais à regarder les comédies françaises des films hilarants. Je comprends le principe de sacraliser l'intelligence et de la symboliser par notre capacité à connaître une culture industrialisée. Pour briller en société, n'est-il pas utile d'être capable d'énumérer les œuvres de Molière, de connaître un poème de Verlaine? Pour vraiment discuter avec des personnes haut placées, n'est-il pas de rigueur de connaître un bon sommelier? D'avoir la connaissance de ces us et coutumes qui permettent à chacun de savoir où se placer? Pour paraître intéressant aux yeux du plus grand nombre, n'est-ce pas une qualité d'écumer les musées afin d'engranger la culture bien pensée? Mais ne serait-il pas possible de le faire par plaisir et non par intérêt? De faire, sinon ce que l'on doit, au moins ce qui nous plaît. Cette qualification tacite de notre société est un reflet du dogme aujourd'hui érigé. Incapables de nous satisfaire de ce que l'on est, nous cherchons à devenir ce que d'autres voudraient que l'on soit. Nous suivons pas à pas ce cursus fléché pour arriver enfin à la place indiquée. Mais qui, du comptable ou du plombier, est vraiment intelligent? Celui qui joue de ce qu'il a appris pour gagner le plus d'argent? Qui joue avec les liquidités pour plus en amasser? Ou l'autre, débrouillard, qui, sans vraiment d'études, a compris le plus important. Jouer de son gros tuyau pour éviter que l'eau ne se verse dans le seau. Suis-je insolent ou impertinent? Ce soir, je dois vous l'avouer, je n'en veux pas de votre fils de rêve. La différence n'est-elle pas le bienfait de notre humanité? Ne serait-il pas triste que nous soyons tous semblables, tous préformatés? Laissons les autres vivre et essayons de les comprendre, de vivre et d'apprendre à nous connaître. Apprenons à comprendre que nous avons tous notre place dans notre humanité, que si nous sommes tous différents, nous sommes tous importants. Cessons de juger l'autre sur ce qu'il montre et tentons de le voir pour ce qu'il est. Car si cela est plus compliqué, c'est bien ça le fait d'être intelligent. C'est à nous-mêmes de mettre à bas ce dogme que nous avons érigé et tentons d'intégrer ce mot, liberté. Ce soir, dans cet accoutrement, je fais un pied de nez aux causes érigées et une révérence à cette même liberté.